Le SAMU social a lancé la première collecte en Bitcoin. De quoi s'agit-il? Quel est l'enjeu du procès en appel de Jérôme Cahuzac qui commence le 12 février? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme la réforme du baccalauréat ou les élections municipales de 2020 à Paris, seront au cœur de l'actualité. Avec notre invité Didier Bourdon, il est là, et nos journalistes, eh bien nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Didier Bourdon. Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour Didier. Merci à tous de nous suivre en direct sur Figaro Live. Posez dès maintenant vos questions à Didier Bourdon. Il vous répondra tout à l'heure en direct dans la suite de l'émission. Il sera toujours avec nous pendant l'intégralité de l'émission. Donc les questions, il y répondra au fur et à mesure. Je me répète beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est le début. Didier, on est très heureux de vous accueillir. On va évidemment parler de votre actualité. Vous êtes sur scène et on va en parler dans quelques instants. Nous parlerons de baccalauréat avec Sophie Tarlet dans quelques instants. Et nous parlerons aussi avec Stéphane Durand-Soufflant du procès en appel de Jérôme Cahuzac qui commence le 12 février. Merci à tous les deux d'être là. Alors, votre actualité, Didier, vous êtes actuellement sur la scène du Théâtre Hébertot à Paris dans la pièce Les Inséparables aux côtés de Valérie, pas que elle, mais de Valérie Carcenti, que nos internautes évidemment connaissent bien puisqu'elle est la star d'un programme que l'on aime qui s'appelle Scène de ménage sur M6. Sur M6 tous les soirs, je crois, du lundi au vendredi. Didier Bourdon, ça faisait près de 10 ans, vous n'étiez pas remonté sur les planches. 8 ans. La dernière fois, 8 ans, près de 10 ans. Ça passe tellement vite. La dernière fois, je crois que c'était La Cage aux Folles, vous étiez sur scène avec Christian Clavier. Ça vous a manqué, les planches? Un petit peu. Alors après, c'est toujours l'emploi du temps qui est difficile parce que j'ai du mal, moi, à jouer et tourner en même temps. Donc j'ai dû faire des choix. Quand je dis ça, c'est que je suis très admiratif, par exemple, d'Adar Diti, qui lui arrive à faire les deux. Il a une énergie incroyable. Et moi, j'aurais du mal. D'ailleurs, même à faire une émission dans Figaro l'après-midi, c'est... Oh, mais c'est gentil, merci beaucoup d'être là. On vous remercie parce que vous êtes sur scène tous les soirs. Alors, évidemment, on vous retrouve avec plaisir sur la scène de Hébertot, Les Inséparables, écrite, je l'ai noté quand même parce qu'il ne faut pas les oublier, par le duo Stéphane Archinard et François Prévost-Légoni, et une mise en scène exceptionnelle de Ladislas Cholat. Et là, on est bien entouré. Très, très bien. Les deux auteurs avaient déjà écrit, entre autres, Amitié sincère au Théâtre Édouard VII, et ils travaillent beaucoup pour le cinéma. C'est vraiment deux types formidables. Et Ladislas, c'est vrai que c'est Valérie Carcenti qui m'a proposé la pièce, je l'ai lue, j'ai adoré, et je lui ai dit maintenant il faut trouver aussi le metteur en scène ou la metteur en scène qui... Et quand Ladislas a dit oui, là j'ai dit bon, on y va, on fonce. Action. Et après, pour juste finir à ce que vous disiez, après à un moment donné, il faut dire au cinéma, non, pendant telle période je peux pas, et se dire on fait que ça. Là vous êtes parti pour 6 mois. Jusqu'au mois de mai, voilà. Et ça tombe bien parce que j'ai des projets qui commencent à venir, mais qui sont après, tant mieux. Parce que c'est vrai que... Vous n'êtes pas obligé de dire non, du coup. La mort dans l'âme, pour faire un petit clin d'œil au téléfilm qui est passé la semaine dernière de Durlet. La mort dans l'âme, j'aurais dû dire non à des projets, mais bon, pour l'instant, ça se goupille plutôt pas mal. Alors, on va résumer un peu cette comédie dramatique que vous interprétez en ce moment. Il s'agit d'une comédie dans laquelle le passé et le présent se répondent dans un jeu de miroir, avec un intervalle de temps de 50 ans, grosso modo, à peu près. Alors, et vous incarnez Gabriel Orsini, un peintre reconnu qui vit une crise existentielle assez compliquée. Il ne peint plus, et la veille de ses 50 ans, il hérite d'un très bel atelier d'artiste. C'est oui, grand moment. En fait, je joue deux personnages parce qu'il y a deux périodes dans la pièce. Il y a la période actuelle et la période des années 50. Quand on revient en arrière, où on découvre le grand-père de ce Gabriel Orsini. Et c'est là ce qui est joli, c'est que, bon, bien évidemment, ça parle du temps qui passe, ça parle aussi de plein de choses, mais notamment d'un secret de famille qui va être dévoilé. Voilà. Et mon personnage actuel, au contemporain, est un peu bougon, triste, agressif avec son fils. Et en fait, on comprend pourquoi, parce qu'il n'a pas eu de père. Le seul père qu'il a eu, c'est son grand-père. Et son grand-père était d'une froideur incroyable. Et on comprend pourquoi il était froid, grâce à la pièce, qu'il y a eu un malheur. Voilà. On ne va pas tout dévoiler. Mais c'est ça qui est magnifique et on sent qu'à la fin les gens sont très émus parce tout à fait. C'est ça. Et je me sens presque obligé de faire une bise à Valérie Carcenti. Ça fait du bien aux gens parce qu'il y a un déchirement à la fin, même nous tous les soirs. Il y a une scène vraiment très très forte entre vous deux. Vous êtes tous les deux face à face. Justement. On va regarder la bande-annonce. Eh ben voilà, on regarde la bande-annonce, c'est parti. Cette femme, cette parfaite inconnue, a décidé de léguer son atelier à ton père. Regarde autour de toi. Cet atelier, cette lumière, ce lieu unique. Aujourd'hui, c'est à moi.
Je te l'ai acheté parce que je veux ce qu'il y a de plus beau pour toi. Tu es ici, chez toi. J'accepte ce cadeau comme un présent à la mesure de ta démesure. La fascination que la peinture de ton père devait exercer sur cette Sacha Klinikov. Tous les catalogues de mes expos. Mais non. Si, elle les a tous gardés, tous. Plus profonde est la noirceur du voyage intérieur, plus éclatante est l'intensité du chef-d'œuvre. D'où sort ce lien proprement effondrant que vous faites entre la souffrance et la création? Tu n'es plus un peintre. Visiblement, le génie s'en va. Tu n'as jamais été un père. Tu creux, comme ta mère. Tu es complètement fou. Alors c'est comme ça que tu nous vois. Ce ne sont que de petites perruches, tu sais. Ouais. Dans les encyclopédies, il me semble qu'on les appelle les inséparables. Et loin d'imaginer qu'on tomberait sur tout ça en débarquant ici, moi. Alors Didier Bourdon, le décor, on le voit, est absolument magnifique avec cet effet tournant en fait très réussi et astucieux qui permet, comme vous le disiez, de passer d'une époque à une autre. Et puis il y a les comédiens évidemment que Fred citait, Valérie Carcenti, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon et Élise Diamant. On passe du rire à l'émotion. Alors, Ça. le décor qui tourne aussi permet un petit côté cinématographique à la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la caméra qui pourrait tourner autour des acteurs, on joue dans tous les angles de la pièce. Et c'est très agréable même pour nous les acteurs. Il y a un petit passage d'ailleurs où je me retrouve avec Valérie vraiment au fond de l'appartement et en fait on est face publique et ça donne une petite intimité qu'il n'y a pas ailleurs que j'aime beaucoup. Et justement dans cette pièce, vous passez du rire à l'émotion pendant 1h30. Est-ce que pour vous c'est la combinaison rêvée pour un comédien d'étirer toute cette palette-là? Oui, vous n'avez pas tort, oui, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir faire les deux. Mais je dirais que dans La Cage aux Folles, qui est plus une comédie, mais quand même il y avait des moments très tendre quand je prenais l'enfant dans mes bras, quand je disais j'ai mis assez de temps pour devenir ce que je suis. Enfin, la pièce de Poiret est géniale. C'est vrai que dans les grandes comédies, en général, il y a toujours de toute façon une part profonde. Et là, dans cette pièce-là, c'est carrément même, on passe presque, il y a des moments mélodramatiques. Tout à fait. Vous l'avez qualifié de pièce sensuelle dans laquelle se mêlent la chair et le sang. C'est fort quand même. C'est moi qui dis ça, mais Oui. je trouve ça pas mal. Oui, c'est joli. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, ben, en tout cas, pour jouer, c'est ça. Ouais. C'est pas une pièce intellectuelle, même si le texte est formidable et tout. C'est quand même, il faut toujours, il y a de la sensualité. Il y a de la sensualité un peu âpre dans la période contemporaine, quand j'engueule mon fils, quand le type est blessé parce qu'il pense qu'il a plus rien à faire en peinture, tout ça. Quand je suis dur avec Maxime, interprété par Thierry Frémont. Et bien sûr, la période que j'ai stabilotée en rose, la période des années 50, où là, il y a de la sensualité, bien évidemment, entre les deux amants. Et aussi avec ma fille, où il y a une très très jolie scène où elle me mène en bateau. Et là, c'est la scène un peu la plus comique de la pièce. J'ai une question encore, parce que vous le disiez, on passe des années 50 à aujourd'hui, de l'émotion, physiquement, mentalement, entre même ce texte dont on parlait il y a quelques instants, des années 50 à aujourd'hui, physiquement, émotionnellement, c'est très, très dur, non? Elle a dit. Vous pouvez répéter la question. Non, il faut être. Bravo. Faut être un peu. C'est le dimanche soir où je me lâche un peu, un petit verre de vin et tout. Ouais. Mais là, faut faire attention. Faut être à la hauteur, même pour la voix d'ailleurs. La voix. Oui, parce qu'il y a des quand moments même où vous très portez très sollicitée. fort, hein. Puis j'ai deux tessitures. La période contemporaine est plus dans les graves et l'autre un peu plus légère. La voix, j'ai l'habitude, parce qu'à La Cage aux Folles, vraiment, alors là, c'était quand je faisais la femme, là, la voix aiguë, c'est difficile. Mais c'est ça, il y a vraiment un joli travail. Ben, on est respectueux, puis on veut que le public s'éclate. Donc, on s'éclate. Merci Didier. On reviendra tout à l'heure sur cette actualité-là. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette première partie de l'émission. Nous serons avec Sophie Tarlet dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef au service étudiant et nous allons parler de la réforme du baccalauréat, Sophie. On vous retrouve dans quelques minutes, mais tout de suite, on démarre avec Stéphane Durand-Soufflant et le procès Cahuzac. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous. Je rappelle quand même que vous êtes chroniqueur judiciaire au Figaro. Lundi 12 février débute le procès en appel de l'ancien ministre du budget de Jean-Marc Ayrault. Stéphane, petit retour en arrière sur l'un des plus gros scandales sous la Ve République, on peut le dire comme ça. Pourquoi Jérôme Cahuzac a-t-il été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme ? Alors, il a été condamné pour avoir dissimulé de l'argent sur des comptes cachés à l'étranger, un compte, pour résumer, qui est parti de Suisse à Singapour.
Et puis il a été aussi condamné, enfin entre dans le quantum de la peine, le fait qu'il était ministre du budget et donc chargé de lutter contre la fraude fiscale, dont il avait d'ailleurs fait une de ses priorités. Est-ce que vous pensez qu'au regard de tous les procès que vous suivez, de l'actualité judiciaire, que justement maintenant, la justice est peut-être plus sévère ou pas avec les personnalités, et en particulier les personnalités politiques ? Je pense. À l'issue de ce scandale Cahuzac, qui éclate en fin 2012, au tout début du septennat Hollande, on a créé le parquet national financier justement pour poursuivre les délits financiers les plus graves partout en France. Et je pense que là maintenant, et on le voit dans les peines qui sont maintenant prononcées, Jérôme Cahuzac a été condamné à 3 ans de prison ferme. C'est-à-dire que, après il y a de la cuisine un peu judiciaire, mais il y a 2 ans qui sont aménageables, mais il y a 1 an qui est ferme. C'est-à-dire que un des gros enjeux, ça va être de faire baisser cette peine. Voilà, c'est ça. Pour mémoire, Claude Guéant, un homme extrêmement puissant sous Nicolas Sarkozy, a été, lui, condamné à 2 ans, dont 1 avec sursis. Donc 1 an de prison ferme pour d'autres choses. Bon, il y a un pourvoi en cassation. Un élu corse a été condamné à 3 ans de prison ferme également. Il a fait appel. Mais je crois qu'il y a vraiment une volonté de la justice maintenant de dire c'est fini le sursis pour les gens puissants, les cols blancs, les délits financiers. Maintenant, c'est le même régime pour tout le monde. Quel est l'enjeu de ce procès Cahuzac ? Alors pour Jérôme Cahuzac, il y a un enjeu énorme, c'est de faire baisser cette peine, de passer, si j'ose dire, au moins à 2 ans de prison ferme, parce que là, il pourra aménager la peine, donc éviter l'incarcération. C'est pas rien. Ouais, bien sûr. Sachant que la condamnation est quasi évidente, puisque le délit, il est constitué, reconnu. Donc là, il sera forcément sanctionné. Une question encore, Stéphane. Pourquoi donc l'ancien ministre a décidé de changer d'avocat et de confier ses intérêts à maître Éric Dupond-Moretti ? Alors, déjà, le premier procès n'est pas bien terminé, donc je pense qu'il avait peut-être envie d'une autre approche. Il a choisi Dupond-Moretti, que tout le monde connaît, qui est un avocat extrêmement pugnace. Je pense que Dupond-Moretti était un homme très humain, et je pense que le salut peut-être pour Jérôme Cahuzac, c'est de plaider l'humain, de casser cette image d'homme austère et méprisant qu'il a pu donner en première instance. Donc là, se rapprocher un peu de la terre ferme, des gens, et d'adopter une attitude un peu plus, on va dire, dans la contrition, aidé en cela par Dupond-Moretti, qui est un formidable défenseur d'hommes. Didier, je me tourne vers vous. Que vous inspire ce procès ? Parce qu'on parlait juste avant d'actualité. On voit, vous suivez énormément l'actualité. Non, mais écoutez, c'est vrai que j'ai l'impression que depuis un certain temps, ils sont plus sévères. Donc si ça peut être un signal pour les autres, tant mieux, bien évidemment, parce que voilà, on parle de la médecine à 2 vitesses. C'est vrai que pendant les années 80, tout ça, il y avait quand même des justices à 2 vitesses aussi. Donc si ça peut assainir. Après, bon, en tant qu'humoriste, j'imagine qu'il y en a qui passent à travers les gouttes. Bon, Jérôme Cahuzac a eu peut-être moins de chance, que je vous dise. Il y a un peu de ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui paye mes impôts. Ouais. Donc, s'il y a un petit peu d'assainissement, tant mieux. Je ne suis pas non plus trop angéliste. Je sais bien que... Mais vous suivez grandement Parce que l'actualité. là, on va parler des bitcoins tout à Voilà, l'heure. tout à l'heure. Ah, mais non, mais on en parlera avec Mathilde Gola tout à l'heure. Justement, vous allez ressortir, vous aurez appris plein de choses. C'est ça qui est génial. Mais si. Enfin, si ça peut assainir, voilà, c'est tant mieux. Très bien. Merci Stéphane Durand-Soufflant. Merci à On vous. retrouve vos chroniques évidemment dans le Figaro et sur Figaro.fr. Et puis je précise également que vous venez de faire paraître cet ouvrage dont tout le monde parle, Jour de crime, écrit avec votre consoeur du Monde, Pascal Robert Diard. Vous y livrez le meilleur de ce que vous avez vécu en tant que chroniqueur judiciaire. D'ailleurs, je vais l'offrir à Didier Bourdon. Merci. Oui, les palais de justice sont les antichambres, vous le dites, du désordre humain, le théâtre de l'extrême. De ce théâtre-là, vous livrez les récits avec votre consoeur, notre consoeur du Monde, les récits de crimes, des dialogues d'anthologie, des face-à-face saisissants, mais aussi les coulisses, et ça, je trouvais ça génial, les coulisses et les petites habitudes de ces résidents que sont les juges, les chroniqueurs, les avocats. Très, très beau livre, et justement, on parlait d'actualité. Je pense, Didier, que ça va vous plaire. Et c'est un livre Non, édité mais- chez l'Iconoclaste. Pour les acteurs, les metteurs en scène, c'est toujours intéressant, parce que là, ce sont des périodes de crise, hein, toujours qui sont... Il y a toujours de l'humain derrière, hein, C'est toujours. ça le truc. Ouais. Ah, ça réveille. Oh là, Comme un dingue. Ah, ça réveille comme un dingue. Justement, ça vous rappelle quelque chose. Alors, c'est le jeu. Régulièrement dans cette émission, vous le savez, vous qui êtes habitués, il y a des petits jeux. Alors, Sophie et Stéphane, c'est l'heure de tester vos connaissances, en apprendre plus sur notre invité Didier Bourdon. Didier Bourdon a toujours aimé rire et faire rire. À 6 ans, il faisait déjà le show devant ses parents sur une chanson mythique. Laquelle ? J'ai 3 propositions. Petit A. Petit A. Stranger in the Night, De Frank Sinatra,
La danse des canards ou Alexandra de Claude François. Stranger in the Night. Ah, on sent qu'il a fait des scènes criminelles. On sent, et il a j'ai vu cerné ça. le personnage. Alors vous faisiez ça? Oui, non, c'est une Oh, anecdote. si, si. Oui, il y avait que j'ai offert à ma mère à Bayonne. J'étais tout petit. C'est vraiment le premier cadeau que j'ai dû lui faire. Et je faisais avec un chapeau comme caché, je faisais Frank Sinatra. C'était pas mal. Eh ben, c'est pas mal, c'était quand même de Mes très bons chansons débuts. d'ailleurs que j'ai réécoutées il n'y a pas longtemps. C'est beau. Magnifique. Parce que tout Très, à l'heure, très beau. Didier Bourdon, Qu'est-ce que hors antenne, nous a dit à quelle année il avait Voilà, passé le bac, donc ça ne exactement. pourrait pas Oui, être tout les à deux fait. autres. Oh, quel talent! On sent le métier. Ça, c'est du Pont-Moretti. On sent le métier. C'était 1976 Parce que d'ailleurs. la danse des canards, c'est quoi Bah, c'est après. hein. C'est après, ouais. Et vous avez passé le bac en 76. donc, Oui, exactement. Voilà, donc j'avais Putain, retenu j'aurais aussi. plus rien. Bon, je ne pouvais pas le passer. Si je l'avais passé en 96, ça n'aurait pas été mieux pour moi. Chers amis, nous sommes toujours en direct sur le fait. Figaro J'avais Live. une petite question Ah oui, pour pardon, Didier. excusez-moi, dis donc. On a lu que vous êtes un grand timide dans la vie. Comment vous surmontez cette timidité quand vous êtes sur scène, et en particulier quand vous interprétez un personnage d'amoureux, de grand sensible, comme non, mais, dans Les Inséparables? Beaucoup d'acteurs sont timides. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils font de la scène. Hein. Enfin, timide. Oui, je suis pas très culotté. Non. Ah, en revanche, sur scène, oui, mais je crois qu'on est beaucoup comme ça. Même Valérie Carcenti, je peux vous dire, dans la vie, c'est une femme très pudique. Et là, sur scène, elle ose des choses parce que c'est un personnage, c'est autre chose. Très bien. Enfin, très bien. Non, mais je crois que c'est. Très bien. C'est Très bien, ça peut être courant, une... chez les acteurs. une- D'ailleurs, les acteurs pas trop timides, moi, je m'en méfie. Ah ouais, vous en c'est méfiez. vrai. C'est louche. Oui, c'est. C'est suspect. Charlotte et... Comme dirait Stéphane. Ouais, c'est suspect. C'est comme les hommes politiques trop sympathiques. Nous sommes toujours sur le Figaro Tout à fait. Live. Posez vos questions à Didier Bourdon. Il y répondra en direct face à vous dans quelques instants. Et c'est le moment de passer votre bac, mais Oui. pas vous, Fred. Je sais Non. que vous l'avez déjà, mais et encore, on n'est pas sûr. Petit copain. Ah mince. Mais ceux qui n'ont L'enquêteur. pas encore passé cette épreuve mythique, on va dire, ils vont vivre quelques changements, n'est-ce Oui, pas? alors, Ouais. nous allons en parler avec Sophie de Tarlet. Vous êtes rédactrice en chef au service étudiant du Figaro. Le projet de réforme du bac sera présenté le 14 février par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce projet a déjà fait quand même couler beaucoup d'encre. Fait Des sortir étudiants quelques lycéens. des lycéens sont sortis, quelques professeurs aussi dans la rue. On parle du bac avec 4 épreuves seulement. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors oui, de quoi Alors. s'agit-il? C'est un gros changement. Donc il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Mathieu qui avait été présenté et qui propose plusieurs choses. Donc si c'est entériné, le bac, en fait, il y aura exactement 6 épreuves, en D'accord. fait, 4 épreuves en terminale et 2 épreuves pour le bac de français, qui existent toujours, bien sûr, qui ne changeront pas, et 4 épreuves au lieu d'une quinzaine. Donc ça fait un gros changement, parce que le bac était devenu assez énorme, finalement, ces dernières années, et tout le monde voulait avoir son épreuve au bac, et les élèves passaient énormément d'épreuves. Donc là, 4 épreuves, il y aura une épreuve de philo, parce que bien sûr, c'est un peu l'épreuve phare en France, un oral, une sorte de un grand oral en fait que les élèves passeront de 30 minutes. Alors ce sera, je ne sais pas si vous avez des élèves, des enfants qui ont passé au lycée. Bientôt. Voilà, en fait c'est un peu, c'est un oral pluridisciplinaire, un peu comme il existe aujourd'hui le TPE en français. En première, je veux dire, c'est-à-dire un oral où on mélange plusieurs matières. Par exemple, ça peut être, je me rappelle, ma fille, elle avait présenté le rire et elle mélangeait à la fois de la science et vie de la Terre et de la philo. Donc c'était le rire. Voilà, donc elle a mélangé 2 matières. Voilà, Elle a été reçue? Oui, elle a été reçue. ben, voilà. Donc voilà, on est avec Didier Bourdon, donc on est obligé de parler du rire. Et donc voilà, c'est un oral finalement, on peut mélanger 2 matières qu'on présente qu'on présenterait, hein, je parle au conditionnel, devant 2 profs du lycée et un professeur extérieur. Et puis il y aurait donc l'épreuve de philo, j'en ai déjà parlé, et puis 2 épreuves, 2 majeures en fait. Alors ce serait par exemple maths physique, hein, si on est plutôt scientifique, ou littérature, langue. Ou maths SVT. Oui, ou maths SVT, exactement. D'accord. Donc 6 matières, donc ça ferait... Il n'y aurait plus de seconde langue, tout ça. Si, bien sûr, mais... en option, en plus. En disant qu'il pourrait y avoir une option, par exemple, mais bien sûr, il y aurait aussi tout un enseignement en terminale. Ce ne sera pas uniquement les seules matières qu'on étudierait en terminale. Mais, pour le bac, mais disons que ces 6 matières représenteraient 60%, 60% du bac, en fait, hein, des notes du bac, et 40%, ce serait le contrôle continu, c'est-à-dire soit un oral blanc, qu'on passerait, je sais pas, au cours de l'année, soit carrément les notes de première et terminale,
sous forme vraiment de vrai contrôle continu. Donc 60% pour les 6 épreuves du bac et 40% pour les épreuves du contrôle continu. Et ce grand oral dont on parle tant? Alors on en a beaucoup parlé parce que il paraît qu'en Italie, voilà, il y a ce qu'on appelle un bac qui ressemble un petit peu à ça. En fait, on le connaît déjà, hein, cet oral, c'est le TPE qu'on a déjà en première, dont on a parlé. Donc c'est pas non plus un gros changement. Au lieu de le passer en première, finalement, on passera en terminale. Mais alors on parle aussi de la suppression des séries, c'est une vraie révolution quand même. Ah oui, là par contre, ce serait, parce que nous on a connu les séries à notre époque, bien sûr, on avait ABC, ABCD, à voilà, je sais pas, vous avez passé même. quel bac vous par exemple? C'est à l'époque. La voie royale. Donc mention bien. Mention bien. Donc voilà, au lycée de Saint-Germain-en-Laye. Donc Et encore avec une épreuve de maths, j'en veux encore toujours à mon prof, hein, parce qu'on avait fait une impasse sur les probabilités. Ah bah bravo. Et c'est tombé au bac. Et c'est tombé. voilà. Même la grosse tête de la classe, il a eu une note correcte, bien sûr. Mais j'en veux. Oui, non, non, mais la pauvre, elle doit peut-être plus être de ce monde, mais je me souviens quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre. Elle dit, oui, d'accord, mais ça, elle me l'avait sorti, hein, c'est courant, mais oui, d'accord, mais comme métier sérieux après, parce que là, il y a maths sup, il y a maths faire. On continue. Alors, Donc, voilà, donc ce serait vraiment quand même un grand chamboulement de supprimer les séries, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a S, il y a L, mais c'était quand même un petit peu calqué sur ABCD, donc il y avait eu des changements, certes, mais pas tant que ça. Là, ce serait vraiment, on choisirait finalement, à partir de la seconde, 2 majeurs et 2 mineurs, et puis on choisirait par exemple maths physique en majeur, et ce serait comme ça des couples de matières selon les lycées. Alors, il y aurait des lycées où il y aurait plus de couples technologiques que d'autres, mais ce serait comme ça des couples qu'on choisirait à partir de la seconde. Et la suppression du rattrapage? Oui, alors ça c'est un gros changement. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un oral de rattrapage qu'on passe à partir du mois de juillet, qui occupe beaucoup les profs, qui occupe évidemment les élèves qui sont convoqués. Ce serait finalement supprimer cet oral et on regarderait finalement le livret scolaire et on déciderait finalement si l'élève mérite d'avoir le bac. Alors il faut savoir que comme ça choque, on se dit supprimer l'oral de rattrapage, c'est vrai que les lycéens sont outrés, alors qu'en réalité c'est déjà le cas. Il faut savoir que le jour de l'oral de rattrapage, on regarde déjà le livret scolaire et les notes. Un élève qui a été absent, on lui donne pas le bac. Qui a été malade, exactement, pas en forme. Voilà. La mauvaise nouvelle, moi, je trouve, c'est le bac philo. Franchement, l'épreuve philo, c'est vraiment le nombre de cas où j'ai eu ensuite des élèves qui ont fait les plus grandes écoles, qui ont eu de mauvaises notes en bac philo, et le contraire. C'est vraiment aléatoire. C'est très aléatoire, le bac philo. Moi, j'avais fait une étude où j'avais envoyé la même copie à 15 profs. Et alors, combien de notes? Et alors, ça passait du 8 au 15. Ben voilà, c'est pour ça, c'est ce que je me dis. Ça m'avait fait beaucoup rire. C'est n'importe quoi. Vous avez aussi un prof contre qui vous êtes souhaité exprimer vos... Non, j'ai plutôt des profs. Non, il doit y avoir toujours dans les instituteurs, notamment Madame Aïssobéry de Biarritz, qui est toujours là et qui a été importante. Les classes primaires aussi sont importantes. Mais bien sûr, c'est le socle, c'est la base. Alors, dernière petite question, Sophie, quand même, parce que c'est important. On dit que les enseignants, les lycéens ont peur que le bac fasse la part belle à ce contrôle continu. Mais vous, qui êtes une spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, c'est vrai qu'on dit toujours, il y aura le bac Henri IV et puis le bac Saint-Denis. Donc, je vais vous dire, c'est déjà le cas. C'est ça le problème. C'est que déjà, aujourd'hui, si vous voulez rentrer, par exemple, dans une classe préparatoire, si vous voulez rentrer en DUT, en BTS, on va regarder quoi? Vos notes du bac, votre mention? Pas du tout. On va regarder vos notes de première et terminale. On va regarder aussi le lycée d'où vous venez. C'est-à-dire que si vous venez d'un lycée, par exemple, comme Henri IV, ou Franklin à Paris, ou le lycée du Parc à Lyon, on va regarder, et si vous avez 12 de moyenne, vous serez évidemment mieux noté, mieux classé que si vous avez le même 12 dans un lycée, dans un lycée beaucoup moins noté, que je ne citerai pas. Donc, pour ne pas me faire d'ennemis. Donc, du coup, et même, je vais vous dire quelque chose, par exemple, les proviseurs des lycées prestigieux parisiens, où veulent aller tous les Français pour préparer des classes préparatoires et préparer les grandes écoles par la suite, ils ont une liste de lycées de France et ensuite ils ont un coefficient devant chaque lycée. Ils ont un tableau Excel avec le coefficient en face de chaque lycée. C'est une information officielle ou Pas du tout, non, mais c'est eux qui me l'ont dit. Et en fait, en fonction du lycée d'où vous venez, ils vont prendre que le premier de la classe ou le premier, le deuxième, le troisième, quatrième et cinquième. Donc c'est déjà des choses qui se font aujourd'hui, puisque les notes du bac, ils n'y ont pas accès, puisque les notes arrivent le 4 juillet. Donc cette peur d'être noté, c'est déjà la réalité. Et là, c'est la vie. En revanche, c'est vrai que c'est très intéressant de permettre à des gens
qui viennent de lycées plus difficiles, d'avoir leur chance dans les grandes écoles. Tout à Parce qu'il y a fait. des élèves brillants. Brillants, partout. exactement. et Après, il qui- y a aussi des gens, comme on en parlait tout à l'heure, je parlais d'un ami de mon père qui s'est dévoilé à 25 ans. Avant, c'était Oui, un oui, voyou. oui. Voilà, bien donc sûr. après, parce que c'est jeune quand même. 18 ans quand on pense. C'est des choses. Quand on rentre dans les grandes écoles, on a quoi? On a 18 ans. 19 Ouais, On oui. a 20 ans, oui. 20 ans, 19 ans. mais c'est rien maintenant. En fait. Ouais. Bah, moi, c'était l'année dernière. Non, mais c'est juste pour finir, je pense que c'est en Allemagne où ils font un peu moins la part belle aux grandes écoles. C'est plus l'expérience. Oui. En France, il suffit d'être polytechnicien parfois pour avoir des. C'est un peu une rente à vie, quoi, en fait. Voilà, finalement. une rente à vie, mais qui peut être parfois préjudiciable. Parce qu'il faut quand même l'expérience, c'est quand même aussi une grande école. La vie. Mais bien sûr. Ouais. Merci Enfin bon, Sophie. le- Merci, Merci. Sophie. On retrouve vos papiers dans le Figaro, les pages étudiants du Figaro, évidemment, sur lefigaro.fr. Merci Merci beaucoup, Sophie. Alors, on Faut a rappuyer eu sur le les buzzers. buzzinette. Ça me Très plaît. gamin, hein. Ouais. On est comme ça, on est joueurs. Nous, on est très sérieux, On côté est un. joueurs. Arrêtez de avoir ça. Non, excusez-moi, monsieur. Oui, mais bien sûr, On ne sait pas, on ne sait pas. peut-être. Sophie, Stéphane, dernière petite question. Donc Didier Bourdon a tourné avec un grand réalisateur britannique, lequel j'ai bien évidemment 3 propositions. Petit A. Ridley Scott. À qui on doit, entre autres, Alien, Blade Runner, Gladiator, On le reconnaît. Deuxième proposition, Sam Mendes. qui a fait quelques James Bond récemment, 007 Spectre, par Et exemple. dernière proposition, Danny Boyle. Pour Trainspotting, Slumdog Millionnaire. Danny Boyle. Alors là, ça fait moins les malins. Là, ça Ah, rigole là, moins, ça c'est a buzzé, mais difficile, ça fait hein. moins- ça fait moins les malins. Vas-y, Stranger in Stéphane. the Night. Bien. Eh bien, Sam non. Mendes, allez, hop. Non, pas Sam Non. Mendes. Eh bien non, c'est Ridley Scott. Ah oui, la classe. Et dans quoi? Dans, Une grande année. Une bonne année. Une Ça se grande passe, en année. fait, dans le sud de la France. Et je fais un vigneron français avec Russell Crowe. C'était Avec en qui nous sommes restés en contact, et même d'ailleurs avec Ridley. Et juste pour l'anecdote, Ridley Scott, je l'ai rencontré, on parlait anglais, bon, je baragouine un peu. Et on parlait de. Je sentais qu'il voulait me prendre, et puis il me parlait de la comédie. Mais vous savez, c'est le plus difficile, c'est la comédie. Et je lui dis, oh ben non, Blade Runner et tout, et puis il me regarde, no, comédie. Alors, vous savez le côté un peu Ridley, pas méchant, mais le côté, on ne discute pas ce que je Clair, dis. net et précis. Une carrière internationale, ça vous aurait pas plu, du coup, Oh, bah, aux bien États-Unis sûr. en particulier? Bah, après, ça dépend. Je sais que même avec Ridley pour le personnage, il y avait des choses que je ne comprenais pas. J'ai eu le culot, là c'est l'artiste qui a le culot, d'appeler en disant Ridley, je ne comprends pas certaines choses sur le. Et il m'a dit, mais vous avez raison, parce qu'en fait mon personnage parlait très très bien, poétiquement et tout, on n'expliquait pas comment il parlait. Et en fait il a retravaillé le truc, j'ai osé lui dire, hein, parce que c'était pour le bien du. Et en fait on comprenait que j'avais été élevé par Albert Finet, etc. Et voilà, ça dépend, voilà, je préfère avoir des beaux rôles en France que des petits rôles ailleurs. Hein. C'est comme être premier dans son village. Après, une carrière internationale, bien évidemment, vous me dites, un Woody Allen, ça me plairait bien, bien Oui. évidemment. Même si, enfin, bon, voilà, politiquement correct. Enfin, le Woody Allen d'avant, hein, enfin, mais non, voilà, là avec Ridley, c'était un très beau rôle, quoi. C'était vraiment. Il y avait aussi Marion Cotillard dans ce film. Aussi. Alors moi, j'avais très peu de scènes avec Marion, j'avais beaucoup de scènes avec Russell Crowe, et il y avait c'était pas mal. Hein. Et d'ailleurs, on est restés communs quand il vient en France. Bon, Ah ouais. bon, Donc vous êtes pote avec modération. Gladiator, quoi. Exactement. Vous êtes pote- Ah non, c'était pas, pardon, c'est pas Russell Crowe, excusez-moi, je confonds avec le comédien qui jouait Gladiator. Russell Crowe, non, Si. pas du tout. Ah, si, Là, c'est ça, si, pardon. si. Toutes mes C'est confuses, Russell, comme dirait si, l'autre. si. Ok, Russell Crowe, oui. on est Toutes face. mes excuses. Toutes mes Eh confuses. ben, voilà, toutes mes confuses. On continue l'émission, on est à mi-parcours donc de cette émission. Merci Sophie pour toutes ces Merci. précisions sur le bac. Merci. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. On va suivre le procès, grâce à vous, le procès Cahuzac qui commence le 12 février. Lundi, la et semaine prochaine. votre livre, Jour de crime, qui est magnifique. Ah ouais. On apprend plein de choses et super sympa à lire. Avec Pascal Robert Diard. Exactement. Concert du Monde, Monde. pardon. Didier, maintenant, vous êtes face à nos internautes. Ils vous posent des questions, vous les lisez, c'est votre minute. À Nous, vous. on dit rien. Et nous, on dit rien. Et pour vous une lisez fois. la question. Pas mal votre émission. C'est parti, première question. Alors, dans toute votre carrière, quel a été votre personnage préféré? Ah, je jouais l'homme politique, c'est celui que j'interprète sur la scène du théâtre Héberto, les deux. Alors, Oui, deuxième... parce qu'en fait, ouais, de tout ce surtout que vous- avec les inconnus, on en a eu plein, donc... Mais ouais, c'est celui-là, celui que vous préférez. Si vous aviez non, un... c'est vraiment très difficile C'est de dire difficile. ça. C'est vraiment J'aime beaucoup Madame Irma, Oui. parce qu'il y a vraiment un truc assez marrant à faire. D'ailleurs, j'ai écrit la suite, parce qu'il y a un côté schizophrène, c'est parce que c'est un mec qui se déguise en bonne femme Oui, et tout, mais petit bien à sûr. petit, il se demande si, Qui devient si le voyante, personnage dans sa roulotte. le dépasse pas. Quoi. Ouais. C'est un film qui avait été très primé et tout, et au revoir. Voilà, entre autres, parce que c'est un peu, voilà, c'est les personnages forts. Après,
le personnage que j'ai joué il n'y a pas longtemps là, dans La mort dans l'âme, le téléfilm de Duringer, là, qui a été très fort sur France 2, c'était beau aussi, c'était puissant. Oui, vous jouiez J'ai été gâté, le père d'un adulte qui s'accusait du meurtre de son fils. Deuxième petite question de nos internautes. Alors, quel a été le sketch le plus drôle à tourner avec les inconnus? C'est Lilis qui nous pose cette question. Oh, c'est toujours marrant. Comment ça s'appelle? Tourner manège, c'était marrant parce qu'il y avait il y a eu du public, donc c'était presque un sketch télé public. J'ai un souvenir un peu bizarre parce que j'avais les lunettes à triple foyer, donc quadruple même. Ouais, quadruple. Ouais. D'ailleurs, j'avais demandé un petit retour parce que dès que j'étais pas à l'écran, je quittais parce que sinon ça me donnait envie de vomir. Quoi. Alors, et puis hop, dès que j'étais à l'écran, donc ça a été marrant, mais c'est vrai qu'on s'est bien marré. Il y a des bêtisiers, par exemple dans le sketch des flics, je crois qu'on y qui est visible jamais. sur YouTube d'ailleurs. Ah ouais. Parce que ce jour-là, on n'en pouvait plus, c'était peut-être une fin de Vous étiez obligé de sortir, de faire la prise ouais, l'un après l'autre. Bernard disait pas Didier sort. C'est-à-dire c'était très drôle à faire, vous savez, c'est le moment où on est comme ça. C'était à l'époque où les mecs c'était face caméra, bonjour, je m'appelle, machin. Donc c'était très très con. Robert Patulacci. C'était la mode du moment à la télé de faire semblant de travail. Oui, c'était les fameux docs de Canal+, en fait, où ils suivaient les protagonistes pendant 24 heures. Oui, alors là, c'était très sympa à jouer aussi. Les flics, c'était la première fois qu'on faisait des flics qui étaient filmés, ils savaient. Donc c'est sympa pour un acteur de jouer parce qu'ils en font un peu des trucs. Bonjour, comment allez-vous? Sans regarder la caméra, bien sûr ils font que des gaffes. Et donc c'est sympa à jouer parce qu'ils veulent bien faire et bien évidemment ils font que des conneries. d'ouvrir les portières où il n'y a personne qui sort de la voiture. Voilà, c'est ça, ils en font. On s'en souvient tous évidemment. Troisième question. Non, il y en avait deux et deux. Ah, il y en a que deux. Parce qu'on m'a dit à l'oreille, il y en a l'autre, elle est coupée. Excusez-moi, j'ai rien dit, donc merci à tous pour vos questions. On continue l'émission. Oui, évidemment. Merci. On continue notre émission avec cette seconde partie. Mais allez-y, papotez comme ça. Ils se font des petits coucous, ils se font des petites questions. Mais oui, allez-y. J'aime bien les débats, tout ça. Une question encore à vous poser avant de passer tout de suite à nos intervenants de la deuxième partie. On dit souvent que vous pouvez tout jouer et je crois même qu'un de vos professeurs du conservatoire l'avait affirmé. Il y a un rôle qui vous fait fantasmer aujourd'hui encore, que vous n'auriez pas encore interprété? Alors tout jouer, c'était Robert Manuel. Non, parce que par exemple, le dîner de cons, on m'avait proposé de remplacer Villeray. Moi, j'avais dit non, parce que voilà, jouer les naïfs. En plus, Villeray, c'est un acteur tellement extraordinaire. En revanche, je suis assez curieux de jouer plein de trucs. Alors, quels sont les rôles? J'aimerais bien jouer un mafieux un peu. Un mafieux? Un peu méchant, un peu diabolique. Alors, pour cette seconde partie de l'émission, viennent de nous rejoindre Mathilde Gola, qui va nous évoquer le Bitcoin. Et c'est un sérieux dossier, on voit. Et évidemment, Karl Meus, un peu sociétaire de cette émission, qui nous parle, pas qu'un peu, qui viendra nous parler, qui nous parle, pas qui viendra, mais qui va nous parler, il va nous parler des élections municipales 2020 à Paris qui ont déjà commencé. A priori, été lancées. Mais tout de suite, c'est la cryptomanie. La crypto-monnaie, c'est pareil, avec Mathilde Gola. Mathilde, vous êtes journaliste spécialisée en économie. On apprend que le SAMU social a lancé la première collecte en Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Alors, c'est assez compliqué, en fait. Mais pour faire simple, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Bon, là, on n'a pas forcément beaucoup fait avancer les choses. En fait, c'est une monnaie virtuelle et décentralisée qui répond à des règles un peu différentes que celles des monnaies classiques comme l'euro ou le dollar. En fait, il n'y a pas de banque centrale, mais un réseau d'ordinateurs décentralisé qui vérifie les transactions. Et puis, il y a quelques règles qui avaient d'ailleurs été consignées dans un document publié en 2008 et qui étaient passées parfaitement inaperçues à l'époque. Donc, parmi ces règles, il y a celle qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins diffusés sur la planète. Aujourd'hui, on est à peu près à 17 millions. Et puis, donc aujourd'hui, on a une nouvelle fonction pour le Bitcoin, puisqu'il peut aussi faire office de crypto-don. C'est ça. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce crypto-don? Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Alors, en fait, pour mieux comprendre, je me suis rendue à la Maison du Bitcoin. Donc, c'est une plateforme d'échange. Il y a une Maison du Bitcoin, exactement. Pour faire simple, encore une fois, c'est une sorte de banque, en fait, mais une banque de Bitcoin. Alors, évidemment, tout est digital, numérisé. Et donc, finalement, c'est assez simple parce que le SAMU social et la Maison du Bitcoin se sont associés pour faire quelque chose de très facile. Ils ont créé donc un site internet et donc pour faire un don de Bitcoin, il suffit de se rendre sur ce site dédié et en fait de faire tout à fait un virement presque classique, sauf qu'il est en Bitcoin. Et si on n'a pas de Bitcoin? Ça n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Mieux vaut faire un don en euros classique
c'est beaucoup Mais mieux. Mathilde, c'est quoi le but de cette opération? Alors le but de cette opération, c'est de s'adresser aux crypto-donateurs. Et la finalité très concrète, c'est que ce qui vient du milieu du numérique et du digital reviendra au numérique et au digital, donc de doter le SAMU social de tout un parc d'ordinateurs, mais aussi de former les gens les plus démunis au milieu du numérique et du digital. Et pour la maison du Bitcoin, le but, c'est aussi de montrer que le Bitcoin peut répondre à des valeurs de générosité et d'entraide. D'ailleurs, Brian O'Hagan, donc de la maison du Bitcoin, m'a confié que c'était vraiment les vraies valeurs du Bitcoin. À la base, ça a été conçu pour ça. D'ailleurs, la maison du Bitcoin, pour montrer l'exemple, a fait un don d'un demi-Bitcoin, parce qu'on peut donner un Bitcoin, un dixième de Bitcoin, un C'est en fonction de la centième. valeur. Exactement. Ça correspond à quoi, un demi-bitcoin? Aujourd'hui, on est à peu près à 7 000 euros le bitcoin, donc un demi-bitcoin, c'est autour 3 500 euros. Ouais, voilà, exactement. Et est-ce que c'est la première fois en France qu'est lancé ce type d'opération, ce crypto-don Exactement. Alors, c'est la première fois en France et même en Europe, donc cocorico. Après, il y a eu quelques petites initiatives qui avaient été lancées aux États-Unis, mais rien de très important. Et là, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est un des donateurs du SAMU social qui s'est dit, écoutez, on est en 2017, pourquoi nous aussi, on ne se mettrait pas à faire des dons en Bitcoin, d'autant que très récemment, le Bitcoin, notamment en décembre, avait franchi des seuils assez incroyables. Voilà. Donc, en fait, le SAMU social s'est aussi dit que ceux qui avaient réalisé des intérêts très forts grâce au Bitcoin, puisque sa valeur a fortement augmenté, pouvaient en fait la redistribuer à ceux qui n'ont pas d'argent, les plus démunis, et donc ceux dont le SAMU social s'occupe en particulier. Et les montants, pardon. Oui, depuis, ça a chuté depuis, voilà, évidemment. Exactement, mais ça reste quand même très élevé. Et les montants qui sont levés, ils sont réels ou complètement virtuels? Non, alors c'est de la vraie monnaie en fait, parce que l'opération va durer un mois. Elle a commencé le 15 janvier, elle va se terminer d'ici quelques jours, donc le 15 février. Et ce jour-là, le SAMU social va convertir tout ce qu'il a engrangé en euros. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 1 bitcoin qui ont été donnés, plus le demi-bitcoin de la maison du Bitcoin. Donc on est autour de 11 000 euros, un peu plus. Donc il reste encore quelques jours. Donc espérons que le Bitcoin continue à ne pas trop descendre. Voilà. Depuis quelques jours, il a même repris sa croissance. Donc espérons que ça continue pour que le SAMU social puisse avoir une somme plus importante. Didier, je me tourne vers vous. J'ai pas plus compris. Mais quels sont les crypto-directeurs, initiateurs de ce truc? En fait, on ne sait pas trop. C'est assez question mystère. Voilà, en fait, c'est justement ce fameux document qui avait été diffusé en 2008, comme ça a été fait un petit peu dans le plus grand secret. On n'est pas certain de l'identité en fait de l'auteur de ce. Mais c'est plutôt une prouesse en fait technico-financière. En fait, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. C'est une monnaie mondialisée qui dépasse les structures habituelles de la monnaie, des banques centrales et de tout le réseau financier habituel. Et pour l'idée de base, c'était vraiment favoriser l'entraide. Et oui, c'est ça a été un peu détourné. Que les gens se retrouvent à la rue, tout ça, il y a un truc comme ça. Je crois. Voilà, exactement. Ça pourrait être bien, mais après, ça vous fait un petit peu peur? Ça vous fait peur? En fait, il y a 21 millions de bitcoins. 21 millions, ouais. donc ça c'est plutôt ça. Voilà. L'idée c'est de créer la rareté. Voilà, en fait, que ça soit pas et c'est vérifié quand même. Une nouvelle bourse non, bizarre. Exactement. Mathilde, merci d'être venue nous parler du Bitcoin. Merci. C'est franchement très bien parce que et on va suivre ça avec attention et vous reviendrez nous parler du Figaro demain, de toutes les expériences que vous menez. Je précise également, Mathilde Gola, que vous allez faire paraître le 28 février prochain chez Flammarion votre livre 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts. C'est complètement dans l'air du temps. C'est une super démarche, une super expérience que vous avez menée. Donc quelques vidéos ont été publiées sur le Figaro il y a quelques semaines. On a hâte de vous lire et de découvrir votre expérience en détail. Je l'ai là, et je vais l'offrir à Didier, bien sûr. Ça c'est bien, mais voilà. C'est intéressant. Mais les supermarchés, là, ils ont repris un petit peu quand il y a des petits stands à l'intérieur de fromage. C'est une façon de détourner, de reprendre le marché d'avant. Exactement comme ça. Et voilà, Didier, ça sort que le 28. Ah, je suis gâté. Oh oui, super. Allez, on y va. Oh là, c'est parti. Alors, Mathilde, Karl, concentrez-vous, c'est parti. On teste. Un jour de retour de Cuba. Gérard Depardieu a rapporté un cadeau qu'il a offert à Didier Bourdon, notre invité. Quel était ce présent? A. Des cigares. B. Une voiture ancienne. C. Un portrait rare de Fidel Castro. Des cigares? Eh ben oui, Mathilde, bravo, des cigares. Des cigares. Très très bon cigare. Je ne fume pas le cigare, Depardieu.
Quand j'ai fini la boîte, j'étais un peu triste. En combien de temps Ils étaient assez forts, mais délicieux. Un grand moment. Mais vous ne fumez plus dans l'absolu. Ces temps-ci, sur scène, je peux pas, mais j'aime bien fumer le cigare de temps en temps. Mais le cigare, c'est bien, on n'est pas trop accro, c'est pas Ouais. la cigarette, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui vous rend zen dans la vie? Qui vous déstresse comme le cigare, on va dire? Votre femme? La lecture, par exemple, oui, ma famille, bien sûr. Non, la lecture aussi. Ouais. Et puis la maturité, c'est vrai que je suis plus zen que... Plus tranquille. À 30 ans. Ouais. Vous avez dit que vous parlez de vos familles. Votre femme vous rassure énormément, vous avez dit. Beaucoup, elle m'emmerde aussi. Non, c'est plutôt très positif. Allez, tout de suite, on parle. Venir, Elle voulait venir. Bon, on l'aurait reçu avec plaisir. On parle politique tout de suite avec Karl Meeus. Bonjour Karl. D'abord, je vais vous féliciter. Ah oui. Un grand bravo. Parce que vous avez bravé la neige et le verglas pour venir aujourd'hui. Oui. Ça Quel semblait optimiste. très compliqué pour vous. On a été très optimistes et vous êtes là, heureusement. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine. Que se passe-t-il en ce moment à Paris, Karl? On a l'impression que tout le monde s'agite pour remplacer la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais vous me confirmez bien que les élections municipales, ça n'est qu'en 2020. Ah oui, je vous le confirme, c'est dans 2 ans, c'est pas avant, mais bon, vous savez, en politique, une élection, ça se prépare longtemps avant, et 2 ans, c'est pas de trop pour préparer cette élection, surtout qu'il a échappé à pas grand monde qu'en ce moment, Anne Hidalgo traverse une passe assez difficile. Il y a 2 sondages qui sont sortis, un premier d'Opinionway qui montrait que 57% des Parisiens étaient mécontents. Donc là, c'est quand même le cœur de l'électorat. Et un deuxième de Elab, une cote de popularité, qui montrait qu'elle n'avait que 18% d'opinion favorable auprès des Français. Donc là, c'est 2 petits indicateurs qui ont montré qu'il y avait une fragilité. Et fragilité qu'on voit aussi sur tous les problèmes qu'elle a entre prolifération des rats, la pollution, les embouteillages. Je vous passe la neige hier. Vous parlez des... Dont elle n'est pas responsable. Mais, Non, mais oui, quand même, oui. mais quand même. ça s'ajoute. Vous parlez de ces oppositions, mais justement, qui sont ces opposants aujourd'hui? Historiquement, les opposants, ce sont les Républicains. D'ailleurs, ils doivent se réunir la semaine prochaine, dans les jours qui viennent, pour commencer à préparer le programme sur lequel ils pourront s'appuyer pour 2020. Le problème, c'est que les Républicains, ils ont 2 difficultés. La première, c'est qu'ils n'ont plus de chef de file. Leur chef de file, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, celle qui a affronté Anne Hidalgo en 2014. Bon, New York. Elle est partie à New York. Voilà. Donc, qui va la remplacer? On ne sait pas, et là, ça pose un vrai problème, parce que depuis le départ de Jacques Chirac, la droite s'est quand même fait une spécialité de la guerre des chefs, qui les empêche de prendre la capitale, et on n'a aucune personnalité qui n'émerge. À droite, aucune personnalité pour le moment n'émerge. Et puis en plus de ça, est-ce que les électeurs de droite ne sont pas satisfaits ou séduits par la politique d'Emmanuel Macron? Exactement. C'est la deuxième difficulté. C'est que pour le moment, il y a une grande partie de l'électorat parisien de droite qui regarde avec bienveillance Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qu'ils feront en 2020? Est-ce qu'ils vont aller sur des listes républicains, continuer à voter pour eux? Ou est-ce que, si La République En Marche s'est ouvert, est-ce qu'ils voteront pour eux? Il y a un candidat République En Marche pour Paris qui émerge ou pas? Là, il ne faut pas anticiper. Sur Oui, mais là, c'était... c'est exactement ça, mais j'allais poser cette question. Allez, bip. Mais c'est ça, c'est la question qu'on se pose. C'est exactement, parce qu'eux aussi préparent la conquête. Alors, ils se réunissent depuis quelques semaines pour préparer un programme, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rééditer forcément l'exploit de Macron de 2017 et des législatives, de tout prendre. Voilà, il y aura eu 2-3 ans de politique. Et donc là, il faut qu'ils aient un programme. Qu'est-ce que les macronistes préparent pour Paris? Et effectivement, ils ont cette difficulté. Quel candidat va incarner ça? Il y a plusieurs noms qui sortent. Benjamin Griveaux, ancien socialiste, qui est député de Paris, porte-parole du gouvernement. Il y a eu Granson, élu de la capitale, ancien chiracien, qui lui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale. Puis on parle aussi de Pierre-Yves Bournazel, qui lui est un républicain. Il est dans mon quartier, lui. Il est dans votre quartier, élu du 18e, exactement, qui est devenu constructif à l'Assemblée nationale et qui a des ambitions parisiennes. Et au fond, c'est peut-être la chance d'Anne Hidalgo. C'est que, vous voyez, ce trop-plein de candidats et ces ennuis qui arrivent finalement assez tôt, c'est peut-être sa chance. Sa chance aussi, c'est les 2 ans. Hein. Dans 2 ans, ce sera peut-être moins à la mode. Dans 2 mode. ans, ce sera 24 mois de plus. Et une question, Valérie Pécresse, elle peut pas accumuler, non? C'est ça. Non, elle est à la tête de la région Île-de-France. Ça lui aurait plu, peut-être? Oui, mais il y a une difficulté, c'est qu'elle, elle a des ambitions
plus élevé, national, qui là, c'est du coup son rendez-vous, c'est 2022. Et 2, elle a quand même dit qu'elle irait jusqu'au bout de son mandat. Et pour le coup, les régionales, c'est 2021. Vous dites qu'Anne Hidalgo a, malgré les très mauvais sondages, des chances de se faire réélire? Mais écoutez, oui, parce que c'est ça la politique. Rien n'est fait. Elle a des ennuis en ce moment, mais si elle arrive à les régler, prenons les dysfonctionnements de Vélib. Il y a eu un nouvel appel d'offres. Les nouveaux ne sont pas arrivés à mettre en place les Vélib aujourd'hui, mais dans un an, ça va être réglé. Et au fond, les gens auront peut-être oublié les ennuis de 2018 au moment où il faudra mettre un bulletin de vote en 2020. Puis vous savez, depuis de la Noé, les Parisiens votent un peu comme dans toutes les autres villes. Ils votent pour le maire qui va s'occuper d'eux à plein temps. Et au fond, Nathalie Kosciusko-Morizet l'a payé en 2014 quand elle avait laissé entendre que oui, elle était candidate à la mairie de Paris, mais qu'au fond, 2017, elle ne s'interdisait rien. Ah bah alors, si elle ne s'interdit rien, les Parisiens n'ont pas voté pour elle, ils ont voté pour Anne Hidalgo. Ce qu'a compris Valérie Pécresse, qui, elle, du coup, pour les régionales, a dit non, moi, je ne veux plus être ministre si la droite gagne. Vous avez Bertrand, tout ça, c'est un peu la mode, hein, c'est tant mieux d'ailleurs. Exactement, exactement. L'histoire Chirac, je prends Paris et je m'en sers comme d'un tremplin national pour mes ambitions présidentielles. 2017, c'est terminé. C'est plus la tendance. Aujourd'hui, c'est un maire à plein temps. Puis je vous dis, entre nous, celui qui décidera du candidat de La République En Marche, donc de celui qui pourra être prochain maire de Paris, c'est Emmanuel Macron. Quel talent ce Karl. C'est clair. Oh, merci beaucoup Karl. On retrouve évidemment vos papiers dans le Figaro Magazine, dont on voit la couverture justement du FIGMAG. Tiens, ça tombe bien. C'est Anne Hidalgo en couverture du MAG de cette semaine. C'est pas pour défendre Anne Hidalgo, mais quand même, ça doit pas être facile d'être maire d'une grande ville comme Paris. C'est quand on voit la neige, par exemple, ma femme est montréalaise. Bon, ah bah oui. Je pense qu'ils sont habitués à prendre des coups quand même, j'imagine. Oui. Il y a une phrase d'ailleurs de Mitterrand qui était admirable pour les hommes politiques, c'est avoir la passion de l'indifférence. J'adore. Ah, c'est très belle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Didier, on disait et Karl le précisait, que vous êtes parisien. Effectivement, vous vivez dans le quartier de Montmartre. Est-ce que vous pourriez vivre dans une autre ville? Ah, moi, j'aimerais bien. Franchement, laquelle? maintenant. Partout, mais bon, pour mon métier, je suis obligé. Ouais. Non, mais dès que je peux voyager, je voyage. Avec les inconnus, j'avais tellement la tête dans le guidon que j'ai pas assez voyagé. Vous parliez de carrière internationale. On pense aux États-Unis, mais j'aimerais bien, je sais pas, tourner en Espagne, tourner en Argentine, au Japon, pourquoi pas. Oui, d'ailleurs, j'encourage mes filles qui sont déjà, elles ont deux nationalités. Oui, d'aller très vite à New York, d'aller en Amérique du Sud, d'aller en Asie. Voilà. C'est le dernier, Didier. Didier Bourdon. Alors. Mathilde, Karl, petite question. Oui. Didier Bourdon s'est lancé dans la chanson en 2013. Il a bossé d'ailleurs sur un album. Quelle reprise a-t-il fait diffuser sur les radios? A. Et moi de Jacques Dutronc. B. Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine. C. Je te promets de Johnny Hallyday. Vous pouvez répéter la question? Eh bien, Et moi de Jacques Dutronc. Il en manque un, je crois qu'il y en a 3. Je ne suis pas un héros de Balavoine. Je te promets de Johnny Hallyday. Oh, pas difficile à trouver parce que. Et moi. Oui, tout à fait. Ça correspond plus à l'esprit. Ça correspond à l'esprit. En fait, la voix de Balavoine, c'est pas évident déjà. Bon, cela dit, oui. On peut toujours faire des versions différentes, mais. Et Johnny, pareil. Et c'était une reprise dont vous aviez modifié les paroles. paroles et le titre. C'était en fait, 60 millions de Français et moi. Voilà, je réactualisais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les paroles, on était gâtés. Aujourd'hui, c'était la France commence à être un petit peu seule, quoi. Oui. Et même à la fin, c'était pas mal parce qu'on parlait même de la pollution. Même les aliens ne voulaient plus venir en France sur Terre parce qu'ils étaient trop pollués. Donc, ouais. Didier, c'est le dernier moment avec nos internautes. Ils vous posent des questions. C'est face caméra. Que pensez-vous de la scène humoristique française actuelle? Oui, moi je réponds toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle est très vivante. C'est vrai qu'il n'y a pas de groupe comme les Inconnus, c'est beaucoup de one-man showman. Ou de duo. Mais pas de trio. Duo, c'est pas pareil. Ouais. C'est à partir de 3 qu'on commence à vraiment jouer hors du public, c'est-à-dire vraiment créer ce qui peut expliquer d'ailleurs la pérennité de nos sketchs, c'est que voilà, quand on jouait les flics ou les chasseurs, voilà, quand on est seul ou en duo, on est très en rapport avec le public, donc avec l'actualité. Rien ne vieillit plus vite d'ailleurs que l'actualité. En revanche, au cinéma, ils arrivent à se retrouver, les humoristes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de groupes. Dernière question. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur? Julia.
Ah, ben ouais, quand même. Envoyez le sketch. C'est un délire qu'on avait fait dans le Soissonnais, je me souviens, quand on a écrit ça. Puis ça a duré 3 quarts d'heure avec les inconnus. Et on s'est dit, bon, il va falloir pour le sketch le réunir. Mais c'est passé, on avait peur que ça passe pas, mais c'est passé quand même. Donc on verra donc les internautes connaisseurs ou novices de ce sketch sur Internet ou sur les DVD, évidemment, où ce sketch est devenu l'un des plus mythiques de ce que vous avez pu produire avec les inconnus. Merci beaucoup Didier Bourdon. Merci. Merci Mathilde, merci Karl. Cette émission touche à sa fin. Je rappelle Didier que vous êtes actuellement sur la scène du théâtre Hébertot à Paris, dans Les Inséparables, aux côtés de Valérie Carcenti, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon et Élise Diamant. Une pièce écrite, il faut le préciser, par le duo Stéphane Archinard, François Prévost-Légoni et mise en scène, vous le disiez tout à l'heure brillamment, par Ladislas Cholat. Didier, la semaine dernière, on recevait à cette place le comédien Clovis Cornillac. Il a un petit message pour vous. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Didier, je te salue. On sait qu'on s'aime et voilà, je serais très heureux qu'on arrive à travailler ensemble. J'aimerais beaucoup un jour réaliser quelque chose avec toi. C'est sincère, oui, parce que c'est un immense acteur. Il souhaite travailler avec vous. Et j'aime beaucoup aussi sa compagne, Lilou Fogli, qui Oui. est une très bonne comédienne aussi. Ah bah Clovis, ben voilà, le parfait exemple de l'acteur aussi de théâtre. Ouais. Il est formidable au théâtre aussi. Ah oui, son film Et- magnifique. Hein. ah ouais. Si vous avez, Oui, il y a Belle et Sébastien, Belle et le Sébastien numéro 3, magnifique. Ah ouais, Et c'est un Absolument comédien de énorme. théâtre, effectivement, qui a démarré dans le théâtre. Ah, il adore la scène, il est fait pour ça aussi, et puis au cinéma, bien évidemment. Voilà, Ben, on vous verra bravo, peut-être merci Chloé, on verra. Hein. On verra. Avant que l'on ne se quitte, je vous offre un ouvrage Encore un petit qui cadeau. vient de sortir, qui est édité par Le Figaro, qui s'appelle Les 100 châteaux qu'il faut connaître à Bordeaux, par Jean-François Chéniaud et Isabelle Spack. Je pense que ça va vous plaire. C'est le guide des 100 châteaux qu'il Ça faut peut connaître à m'intéresser Bordeaux, aussi. oui absolument. Et nos éditorialistes, donc Isabelle Spack et Jean-François Chéniaud, passent en revue les 100 plus belles propriétés de Bordeaux, rive droite et rive gauche confondues. C'est pas un hasard, c'est tombé Château sur le Brion, château c'est pas mal. Brion. Je tombe dessus. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Plein de bonnes choses. c'était Votre pièce est merci magnifique. Merci beaucoup. On se retrouve nous la semaine prochaine, Charlotte. Même heure, même punition. Et oui. Ah, c'est parti. À la semaine Voilà, prochaine. Ciao. C'est joli.